Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Audrey Lebel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste indépendante, collaboratrice notamment à la revue Destinée et au Monde diplomatique et vous publiez aux éditions Grasset Nos amis saoudiens, une enquête sur les ressorts du partenariat franco-saoudien. Vous évoquez une omerta sur le sujet, un silence mêlé de craintes de représailles et entretenu par des pressions. C'est une enquête qui a été particulièrement difficile à mener. C'est une enquête qui a été compliquée à mener en effet. Notamment parce que, comme vous venez de le dire, c'est un sujet qui est très opaque, où les portes sont closes, où il y a une vraie crainte de vouloir témoigner, même de façon anonyme. Mmh. Et puis, c'est un sujet qui embarrasse. Donc, même les personnes qui ont accepté de me parler avaient quand même peur de certaines choses qu'elles pouvaient me dire. Par peur de représailles ? Par peur de représailles. Ou de voir certaines portes se fermer par la suite ? De voir certaines portes se fermer, d'avoir d'être d'une certaine manière d'avoir des répréhensions derrière. C'est un sujet qui est tabou et moi, ce qui m'a le plus surpris quand j'ai commencé à enquêter sur ce sujet, c'est même qu'on n'osait même pas prononcer le mot Arabie Saoudite. Certains de mes interlocuteurs me laissaient deviner de quel pays on parlait. Quelqu'un vous dit, vous n'imaginez même pas les moyens de pression que l'Arabie Saoudite peut utiliser contre vous. Oui, et puis même moi, à titre personnel, j'ai eu des pressions, pas seulement de la part de personnalités saoudiennes, mais aussi françaises. Et c'est tout le but de ce livre, c'est aussi de démontrer que les Français ont autant leurs responsabilités dans le fait que ce soit opaque, peut-être même plus que les Saoudiens. Mais j'ai quand même eu un interlocuteur saoudien qui m'a dit, vous savez, je suis pire que les journalistes, je suis pire qu'une sale race que les journalistes, faites attention à vous. On a beaucoup écrit ces dernières années sur la Qatar Connection en France. Je pense au livre de Georges Malbruno, de Christian Chesneau, mais aussi à Bérengère Bonte et à sa République française du Qatar. D'un point de vue comparatiste, est-ce qu'on a affaire avec l'Arabie Saoudite à la fois aux mêmes méthodes et au même silence côté français devant certaines dérives ? Alors au même silence, oui. Clairement, on est complètement dans la même logique et dans la même stratégie. Aux mêmes méthodes, pas tout à fait, parce que l'Arabie Saoudite ne va pas, comme le Qatar, fournir des valises pleines d'argent, ne va pas utiliser tout à fait les mêmes moyens. Mais comme on est quand même face à deux puissances régionales qui s'opposent, évidemment, il y a des moyens utilisés qui sont assez similaires, notamment dans la manière de corrompre certaines personnalités, d'acheter certaines personnalités françaises influentes et de faire en sorte de redorer son image. Et on le voit avec l'affaire Messi qu'il y a eu il y a quelques jours, le PSG, qui est donc une propriété qatari, a d'autant moins supporté que son joueur parte en Arabie Saoudite il y a là-bas un contrat avec le tourisme. L'Office du tourisme saoudien. Et il le supporte d'autant moins même si les relations diplomatiques entre les deux pays ont repris, il y a toujours cette rivalité. Et donc, le football, le sport, de manière plus large, est utilisé à la fois par le Qatar et par l'Arabie Saoudite comme un outil géopolitique, d'une part pour redorer son image et puis pour avoir une respectabilité sur la scène internationale. Donc oui, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences quand même notables entre les deux États. Audrey Lebel, dans quelle mesure l'arrivée au pouvoir comme prince héritier en juin 2017 de Mohammed Ben Salman, le fameux MBS, a conduit selon vous au renforcement des efforts de la monarchie saoudienne pour développer ces échanges avec la France ? Est-ce qu'il y a un avant et un après MBS ? Alors, il y a un avant et un après. Effectivement, on l'a vu dans l'opération séduction qu'a menée MBS, notamment en France, en 2018, au printemps 2018. C'est là qu'il a signé des accords, notamment dans le domaine de la culture, avec la France. Lui, quand il arrive au pouvoir,
il incarne vraiment, selon les communicants, cet homme qui va révolutionner le royaume, cet homme moderne, révolutionnaire, qui va permettre à une jeunesse saoudienne d'avoir un peu plus de liberté, d'accéder à des postes qui étaient jusque-là pas réservé notamment à des femmes. Il va donner le droit de conduire aux femmes. Donc on le présente vraiment comme un réformateur, comme quelqu'un qui certes a son petit caractère, est impulsif, mais qui quand même incarne une nouveauté. C'est un tsunami, dit Nicolas Sarkozy. C'est un tsunami, selon l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Et lui, MBS a vraiment conscience que la question de l'image est quelque chose d'extrêmement important, notamment à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, mais pour incarner une monarchie différente et pour balayer toutes les choses que le royaume voudrait faire oublier, sauf qu'on voit très rapidement qu'en fait tout ça le rattrape, que cette opération séduction qui mène pas seulement en France, aussi énormément aux États-Unis, elle a ses limites, puisque quelques mois après, arrive l'affaire Khashoggi, où donc ce journaliste est assassiné et démembré dans le consulat à Istanbul. Et donc on voit clairement que tous les efforts qui ont été mis pour redorer l'image du pays, et ça passe donc encore une fois par la communication, que tout ça, ça a des limites clairement, et qu'il n'est pas parvenu à faire oublier tout ce qu'il tâchait de faire oublier. On reviendra tout à l'heure sur la communication, mais avant ça, l'ancien prince héritier Mohammed Ben Nayef était lui aussi un interlocuteur régulier des Occidentaux. En 2016, il a même été décoré de la Légion d'honneur par François Hollande, malgré les critiques, notamment sur la question des exécutions régulières menées par le pays. Oui, complètement. Mais là, c'est encore différent parce que Mohammed Ben Nayef, il avait quand même un rapport avec les Occidentaux, notamment dans la lutte contre le terrorisme, qui était quand même bon. Il connaissait ses dossiers, il avait de l'expérience, et il a été complètement écarté de façon extrêmement violente par MBS quelques mois, quelques années après son arrivée. Et c'est là, en fait, toute l'ironie de cette histoire. C'est-à-dire qu'on nous a vanté MBS comme un prince qui allait, encore une fois, révolutionner le royaume, alors que depuis que MBS est officiellement désigné prince héritier, il n'y a jamais eu autant d'opposants politiques en prison, il n'y a jamais eu autant de personnes donc en prison sans avoir eu de procès, il n'y a jamais eu autant d'exécutions de masse, comme ça a été le cas l'an dernier, et il y a une vraie... Enfin voilà, tous les opposants sont muselés, les droits des femmes sont pas du tout... évidemment, il y a des évolutions, mais pendant qu'on nous prônait le fait qu'il permettait aux droits des femmes de conduire, notamment c'est ce que je raconte dans le livre, la diplomatie française restait muette quant au sort d'une de ces féministes, Loujain Alatloul, qui est restée quand même emprisonnée plus de 1000 jours, qui a vécu des violences sexuelles, des violences... Et qui représentait cette véritable modernité et cette véritable volonté de changement, de réforme. Autre homme majeur de cette relation franco-saoudienne qui lui aussi va être écarté, le prince Al-Walid Ben Talal. Ce francophile est l'une des portes d'entrée historiques des Français au pays des merveilles, écrivez-vous Audrey Lebel. Rappelez-nous d'abord la nature de ces investissements en France et aussi pourquoi ensuite ça n'a pas été suffisant pour le sauver de l'opération, la fameuse opération main propre lancée en 2017 entre les quatre murs d'un hôtel de luxe à Riyad. Ouais. Effectivement, c'est un prince qui a toujours eu ses entrées en France auprès des dirigeants politiques. Et ça, c'était important dans cette enquête de le préciser et de recontextualiser le fait que c'est pas seulement depuis Macron, c'est pas seulement depuis François Hollande. Il y a vraiment toute une logique avec l'Arabie Saoudite qui date ça fait des décennies qu'on se comporte comme ça avec le royaume saoudien. Mais effectivement, concernant le prince Al-Talal, lui, il a notamment l'hôtel
Georges V à Paris. C'est à l'époque, avant d'être complètement déchu, c'est la plus importante, la plus grosse fortune du monde arabe. Je crois il a des parts aussi dans Euro Disney, si je dis pas de bêtises. Il a des parts dans Euro Disney, il a des parts dans Twitter aussi, si je me trompe pas non plus. Donc c'est vraiment quelqu'un de respecté, de respectable, qui a une véritable influence. C'est avec lui que il y a eu la création d'un fonds d'investissement entre l'État français et donc une de ses entreprises, une de ses filiales, sa holding, pour créer ce fonds français. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a du poids. Il a soutenu notamment Emmanuel Macron pendant sa campagne à la présidentielle de 2017. C'est quelqu'un qui clairement a ses entrées au niveau de l'Élysée. Mais Emmanuel Macron n'a pas réussi à le sauver, je mets des guillemets. Et Emmanuel Macron, malgré ça, n'a pas réussi effectivement à le sauver comme il a su le faire avec le Premier ministre libanais de l'époque, Saad Hariri. Emmanuel Macron, et c'est assez emblématique de cette relation. Il a beau vouloir avoir un véritable poids face à MBS dans la région. Finalement, il peut rien faire pour ce prince qui a pourtant eu des très très hautes connexions avec l'État français. Il n'en est pas capable. Et c'est tout le propos de ce livre, c'est de montrer que finalement, on n'est pas pris en considération, on n'a pas de poids en tant que Français. Le rapport des forces est plutôt favorable sur ces points-là, en tout cas, à Riyad. Ah oui, clairement. Oui, clairement. Ouais, le rapport de force est clairement Riyad. Et on l'a vu l'été dernier quand Macron a réhabilité MBS quand il est venu en France pour son premier voyage officiel depuis l'affaire Khashoggi, que évidemment cette visite n'était pas simplement pleine de bons sentiments pour permettre à MBS de revenir sur la scène internationale, mais il y avait cette idée derrière de demander une baisse du prix du baril de brut, ce que MBS n'a pas du tout fait. Et il ne l'a pas fait non plus d'ailleurs quand Biden lui a demandé. Donc ça prouve vraiment que le rapport de force est inversé, et c'est ça qui est aussi inquiétant dans l'avenir, ce que j'explique dans le livre. Alors, les origines de cette proximité avec l'Arabie Saoudite remontent grosso modo aux années 70, mais ce sont surtout les années 2010-2020 qui ont été le théâtre d'une accélération de ce partenariat entre Paris et Riyad. Un homme, côté français cette fois, a joué un rôle déterminant, vous le soulignez, Jean-Yves Le Drian, d'abord et surtout comme ministre de la Défense sous François Hollande, puis comme ministre des Affaires étrangères sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. Quelle a été l'influence de celui qu'on a appelé le meilleur VRP de la diplomatie compris militaire de la France dans ces années-là? Jean-Yves Le Drian, effectivement, il a eu une influence considérable en matière d'armement dans le domaine des ventes d'armes. Il a permis de réaliser, pas seulement en Arabie Saoudite d'ailleurs, de manière plus globale, même avec l'Égypte. Ou avec les Émirats. Ou avec les Émirats Arabes Unis, il a permis des ventes records. Mais effectivement, il avait aussi ses connexions. Mais alors, ça se traduit, c'est très visible avec Jean-Yves Le Drian, mais il ne faut pas oublier que quelques décennies auparavant, c'était aussi le cas avec François Léotard. Que vous avez rencontré, on va y venir, avant sa disparition. Que j'ai rencontré avant sa disparition. Donc, effectivement, ça se voit énormément avec Jean-Yves Le Drian, parce qu'on est aussi dans un contexte où, pour la première fois de son histoire, le royaume saoudien mène une guerre à un de ses voisins, que pour la première fois... Le Yémen, oui. Que pour la première fois de son histoire, elle est vraiment investie et impliquée dans une guerre, ce qu'elle n'avait jamais fait jusque-là. Et dans cette paranoïa de la part de MBS et du royaume saoudien, il y a une volonté de se surarmer. Et du coup, là, ça offre un boulevard notamment à la France, même si c'est pas du tout le pays qui a le plus vendu à l'Arabie Saoudite. Ça reste les États-Unis, l'Angleterre, qui sont quand même loin devant. Mais c'est vrai que dans le domaine de la marine, notamment, la France a pu se placer considérablement. Et ça, c'est pas... Mais encore une fois, c'est pas tout à fait nouveau. C'est-à-dire que c'était déjà le cas dans les années 90, avec la vente de frégates qui ont servi dans la guerre au Yémen à partir de 2015. On va y venir dans quelques instants. Ouais. Est-ce que, selon vous, ce réchauffement sous François Hollande est venu, d'une certaine manière, contrebalancer la diplomatie très pro-Qatar de Nicolas Sarkozy ?
Je ne pense pas que ce soit dans cette idée-là. Il doit effectivement y avoir une part de cela, mais je pense que c'est davantage par rapport à ce qui se passait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sous François Hollande, aux États-Unis, c'est le président Barack Obama qui est à la Maison-Blanche, et les relations sont extrêmement tendues entre le Royaume d'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et c'est parce qu'il y a cette crispation entre MBS et Obama que la France se dit « Ok, on a une carte à jouer, on va pouvoir se placer, on peut être les outsiders, on y croit, on y va à fond ». Donc c'est pas davantage pour ce je ne pense pas que ce soit pour se prendre le contre-pied de Nicolas Sarkozy et du Qatar. Je pense que c'est davantage vraiment en réponse aux relations tendues avec Washington, entre Washington et Riyad, et au fait que la France voit ça comme une aubaine, en fait, qu'elle se dise, OK, on va pouvoir marquer des points, on va pouvoir... et ils y parviennent d'une certaine manière, puisque François Hollande, je crois que c'est en 2015, c'est le premier chef d'État occidental à être invité à une réunion des pays arabes. Jamais aucun autre chef d'État n'avait eu droit à pareille invitation. Mais on voit encore une fois les limites de cela, puisque dans les faits, ça n'a pas vraiment eu de conséquences, surtout économiques. Ça n'a pas eu de conséquences véritables pour l'État français. Alors, le poids considérable de ces ventes d'armes dans la relation économique bilatérale est attesté par les chiffres que vous donnez dans le livre, Audrey Lebel. L'Arabie Saoudite est aujourd'hui le premier client de l'industrie de défense française. Ça a représenté en 2020 703 millions d'euros. Cette importance a nécessairement induit certains positionnements diplomatiques, notamment sur la guerre au Yémen. Il y a un lien de cause à effet entre ces ventes et... Il y a évidemment un lien de cause à effet, même si les autorités françaises nous martèlent que pas du tout. Je repense à ce qu'avait dit à l'époque la ministre des Armées, Florence Parly, qui avait dit « mais on n'aurait jamais pu imaginer qu'il y ait une telle guerre », ce qui est faux en plus, parce que depuis les années 2010, au début des années 2010, les ventes d'armes augmentaient, et on sait bien que quand les ventes d'armes augmentent, quand il y a une volonté d'acheter davantage, c'est aussi parce qu'il y a une préparation derrière, puisque la guerre au Yémen a été déclenchée en 2015, mais il y a eu quand même beaucoup d'autres épisodes problématiques et extrêmement tendus entre le Yémen et Riyad avant 2015. Donc oui, il y a un lien de cause à effet, puisque clairement, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, il y a aussi des formations qui ont été dispensées, alors d'une part sur des armes de guerre dont certaines versions étaient utilisées au Yémen, d'autre part des formations à armer véritablement, comme je le démontre aussi dans le livre, où là il s'agit davantage de ce qu'on appelle des cadets saoudiens. Donc c'est pas encore des soldats saoudiens, mais c'est des jeunes qui sont destinés à être militaires ensuite. Et en France, il y a eu de nouvelles formations qui ont été ouvertes à partir de 2016-2017 pour recevoir davantage de cadets saoudiens, pour pouvoir les former, pour qu'ils puissent intégrer ensuite des grandes écoles, notamment Saint-Cyr, notamment l'école navale qui est à Brest. Donc oui, ça a permis à l'État français. Et puis, je voudrais ajouter que c'est pas anodin, en fait, ces formations. Ouais. On considère souvent que le plus important, c'est les ventes d'armes. Sauf qu'en fait, sans savoir utiliser l'arme correctement et sans munitions, donc sans ces formations et sans les munitions, on ne peut pas réaliser véritablement une guerre. À propos des munitions, une de vos sources vous explique que le vrai scandale est là, sur ces questions des munitions, qui représentent, je crois, quasiment 50%, si je ne dis pas de bêtises. Je ne me souviens plus exactement des chiffres, donc je dirais peut-être des bêtises, mais effectivement, c'est quelque chose de hauteur... Qui est à hauteur de 50%. Mais effectivement, c'est là le vrai scandale, parce qu'encore une fois, la France se dédouane aussi en disant « oui, mais ces armes, on les a vendues il y a des dizaines d'années, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait
une guerre, ce que me dit d'ailleurs François Léotard quand je le rencontre. Sauf que les munitions, on continue de les fournir aujourd'hui en violant le traité sur le commerce international, le traité sur les ventes d'armes que la France a signé et ratifié. On continue de fournir ces munitions alors que c'est illégal. La France, face à cela, explique que elle n'a pas de responsabilité dans la guerre au Yémen. Sauf que moi, pour avoir interviewé certains juristes, certains spécialistes de la question, on me rétorque qu'il y a non seulement une responsabilité, mais qu'il y a même une forme de complicité en assurant l'envoi, la livraison de ces munitions. Qu'est-ce que pourrait faire la France aujourd'hui ? Arrêter d'envoyer ces munitions, à défaut de récupérer certains armements déjà... Récupérer certains armements, ce ne serait pas possible. Donc on est simplement dans ce qui pourrait être envoyé à l'avenir en termes de munitions. C'est le seul levier possible. Mais ce qui devrait déjà être le cas, c'est-à-dire que selon l'article 6-7 de ce TCA, donc ce traité sur le commerce des armes, il est interdit d'envoyer des armes, et donc les munitions font partie de ces armes, comme les formations font partie de ces armes. Il est interdit d'envoyer toutes ces armes-là si on sait que ça peut toucher des civils. Or, ce qui s'est passé au début de cette guerre notamment, c'est que l'armée saoudienne n'étant pas bonne, c'est un peu un secret de polichinelle et pourtant c'est un fait. Il y a eu vraiment des exactions qui ont été commises sur le sol yéménite, notamment parce que des infrastructures civiles, des écoles, des hôpitaux ont été ciblés. Donc il y avait des preuves du fait que ces armes, ces munitions pouvaient un jour toucher des civils. Ça avait déjà été démontré. Donc la France devrait déjà en fait ne plus fournir de munitions au royaume saoudien, ce qu'elle ne fait pas du tout. Au-delà du Yémen, est-ce qu'on n'est pas finalement dans un exemple typique de réel politique, de réalisme politique rendu nécessaire par le contexte de ces années 2012-2017, les révolutions arabes, la guerre en Syrie, la déstabilisation de l'Irak, la montée en puissance de l'État islamique ? Si, complètement. Et c'est d'ailleurs ce que m'avancent plusieurs de mes sources, plusieurs de mes contacts, plusieurs des personnes que j'ai interrogées au cours de cette enquête, quant au fait que ce serait du réel politique. Est-ce que la France pouvait faire sans l'Arabie Saoudite pour peser au Moyen-Orient ? C'est une question compliquée. Évidemment que la France, elle a ses intérêts dans la région, mais pour avoir posé cette question à plusieurs de mes sources, certains m'ont répondu clairement oui, notamment parce qu'elle pourrait très bien davantage investir sur l'Iran, elle pourrait davantage s'appuyer sur l'Iran, elle vendrait davantage dans différents secteurs à l'Iran, elle pourrait très bien se passer... Avec d'autres conséquences potentiellement problématiques compte tenu de l'action de l'Iran dans la région. Bien sûr, mais ce serait réalisable aussi. Par rapport au pétrole, idem, on pourrait très bien se passer de l'Arabie Saoudite, on pourrait demander au Venezuela. Alors, il y a d'autres conséquences aussi, évidemment. Parce qu'on ne parle pas de démocratie dans les deux cas. On ne parle pas de démocratie dans les deux cas, clairement pas. Mais moi, ce qui m'a interloqué quand même durant cette enquête, c'est aussi l'hypocrisie française de vouloir se présenter comme étant le pays des droits de l'homme, de se présenter comme étant le pays des Lumières, alors que, donc, à donner beaucoup de leçons de morale à pas mal d'autres pays, mais à ne pas du tout suivre cette ligne dans les faits. Et contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne notamment, qui a été beaucoup plus strict, beaucoup plus critique vis-à-vis et de MBS et de l'affaire Khashoggi et de la guerre au Yémen, on a vu qu'il y avait des conséquences économiques beaucoup plus intéressantes pour l'Allemagne que pour la France. Donc moi, c'est aussi ça que je voulais souligner, c'était l'hypocrisie française de se présenter encore aujourd'hui comme un pays, comme le pays des droits de l'homme, alors que finalement, il ne respecte pas du tout ça et il s'essuie sur les pieds même des citoyens, pas seulement saoudiens d'ailleurs, mais aussi français, puisque, comme je l'explique dans l'enquête, les ressortissants français, certains ressortissants français ont été coincés pendant des mois et des mois en Arabie Saoudite et la diplomatie, hormis un ancien ambassadeur de France à Riyad, Bertrand Besancenot,
Hormis cet homme, les autorités françaises n'ont pas vraiment bougé le petit doigt pour ces ressortissants français. Alors l'un de ces contrats franco-saoudiens se nomme Sawari 2. Il a été signé en 1994 par le ministre de la Défense de l'époque, François Lothar, sous le gouvernement d'Édouard Balladur. Vous l'avez rencontré, je le disais tout à l'heure. Et à propos de cette vente de frégates, en total du contrat, je ne l'ai pas précisé, 3 millions d'euros, François Lothar avance qu'il ne regrette rien dans la mesure où il n'a pas eu un instant l'idée à l'époque que ça pouvait servir dans des situations de guerre. Est-ce qu'on peut lui donner tort ? C'était il y a 30 ans. Est-ce qu'il pouvait imaginer ce qui allait se passer ensuite ? Ou, à votre avis, nécessairement, lorsqu'on vend des frégates, il faut en imaginer un usage militaire ? Nécessairement, quand on vend une arme à qui que ce soit, on peut imaginer qu'elle va servir un jour. Pas seulement dans une position de défense, mais dans une position d'attaque. Pas seulement dans une position de défense, mais aussi dans une position d'attaque. Là où on peut le dédouaner, c'est qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, l'Arabie Saoudite n'était jusqu'en 2015 jamais intervenue dans une guerre. Elle n'avait jamais été impliquée directement dans une guerre. Donc, à sa décharge, effectivement, dans les années 90, quand il signe ce contrat, on peut très bien se dire qu'il n'y a pas de raison que cette arme soit utilisée dans la région. Mais là où c'est très hypocrite, parce que c'est pas seulement François Léotard qui m'explique et qui me sort un peu cette rhétorique, il y a d'autres ministres qui lui ont succédé, qui m'ont dit la même chose, qui avaient la même rhétorique. On se doute très bien que quand on vend une arme, elle peut potentiellement être utilisée. Et comme vous le disiez, pas seulement de manière défensive. C'est très hypocrite, une nouvelle fois, de feindre la surprise en disant « mais on n'aurait jamais imaginé qu'ils utilisent ça ». Et d'ailleurs, un autre ministre, ancien ministre de la Défense que j'interviewe au cours de cette enquête, qui est Gérard Longuet, est beaucoup plus honnête par rapport à la question. Qui a joué par ailleurs un rôle important dans la formation. Qui a joué un rôle extrêmement important dans l'un des centres de formation qui a été créé sur le sol français, effectivement, dans les années 2010, puisque... donc à Commercy, dans la Meuse, qui est à l'est de la France, il a permis l'implantation, la création d'un centre de formation destiné aux soldats saoudiens, avec de l'argent public. Quand il était ministre de la Défense, il a mis en relation le PDG de l'entreprise Cockerill, qui est une entreprise belge, notamment d'armement. On est sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ouais, on est sous la présidence de Nicolas Sarkozy, on est en 2011. Gérard Longuet, qui connaît donc Bernard Serin, le PDG de cette entreprise Cockerill, depuis plus de 30 ans, puisqu'il est vraiment, c'est son fief, Commercy, la Meuse, c'est vraiment ses terres. Il permet donc à Bernard Serin de pouvoir échanger avec le chef d'état-major des armées à l'époque, qui conclut qu'en échange de ce terrain qui va servir de centre de formation pour les Saoudiens, d'un point de vue théorique, en échange, les Saoudiens pourront également se former d'un point de vue vraiment pratique sur un des terrains militaires le plus grand d'ailleurs de France. Gérard Longuet, qui quelques années après va rejoindre le conseil d'administration de la dite entreprise et qui s'en sort très très bien, mais grâce à qui effectivement il y a un centre de formation pour une entreprise qui n'est même pas française. C'est ça quand même qui est assez hallucinant là-dedans. C'est-à-dire que Cockerill, donc ex-CMI, qui peut utiliser les terrains militaires de la France, qui a un contrat pour pouvoir bénéficier de cela, ce qui est déjà extrêmement unique, ce qui est unique, puisque aucune autre entreprise militaire n'a jamais eu accès comme ça pendant plusieurs mois à de tels terrains. Mais en plus, effectivement, il implante avec de l'argent public français un centre de formation pour une entreprise qui n'est même pas française. Il nous reste malheureusement que très peu de temps, à peine 2 minutes. On aurait pu dire notamment encore quelques mots sur cette partie de la formation du général Al-Assiri, qui a été formé également partiellement en France et qui joue un rôle déterminant dans le début de la guerre, en tout cas au Yémen. Une autre partie extrêmement intéressante de votre livre, Nos amis saoudiens, porte sur
sur la communication tout azimut de l'Arabie Saoudite. On en a dit un mot tout à l'heure pour mettre en avant ce tournant modernisateur incarné par MBS. C'est le projet Vision 2030, la création de la ville ultra-tech de Neom. Quels sont les acteurs français qui ont compté dans cette opération de polissage de l'image à la fois de l'Arabie Saoudite mais de MBS, comme vous le disiez tout à l'heure, Audrey Lebel? Alors d'abord, il y a les communicants français de grosses entreprises, de grosses agences de publicité telles qu'Havas et Publicis. Il y a aussi eu plein de petites autres agences de communication qui ont aidé à redorer l'image du royaume et de MBS. Et puis par rapport à cette vision 2030, il y a un homme qui est quand même qui a un rôle extrêmement important, c'est Richard Attias. Qui organise le Davos du désert. Exactement. Qui se veut être le Davos du désert, donc l'équivalent du forum du Davos en Suisse. C'est le Future Investment Initiative, le Exactement. FII. Qui organise ça, qui va permettre pour la première édition en 2017 à MBS d'avoir vraiment une scène extrêmement importante, puisqu'il a devant lui des investisseurs de tous les pays, il a devant lui des personnalités extrêmement renommées, Nicolas Sarkozy, il y a Christine Lagarde qui à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs, mais à la tête du FMI. Et Jacques Attali aussi qui conseille l'Arabie Saoudite. Qui conseille le royaume saoudien depuis une dizaine d'années, avant même que MBS ne prenne les rênes du royaume. Donc on a une espèce d'intelligentsia comme ça qui est extrêmement recherchée et extrêmement précieuse pour, encore une fois, assurer la respectabilité du royaume de MBS. Et tous ces communicants vont mettre en place différentes stratégies. Alors notamment, quand, je le disais tout à l'heure, MBS est venu en France, où il y a cette opération séduction dans les médias, dans la presse, mais également en se servant de personnalités publiques françaises, notamment dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport. Faut rappeler aussi que Jean Todt, qui est l'ancien président de la Fédération internationale de l'automobile, a permis à ce que l'Arabie Saoudite puisse avoir son circuit. Exactement, puisse avoir son Grand Prix de Formule 1. Jean Todt, qui est également dans le bureau, qui est dans le comité exécutif de Richard Attias & Associates, qui est donc derrière ce plan, ce forum du désert. Et au niveau de la culture, ils ont permis à des personnalités telles que Catherine Deneuve, telles que Vincent Cassel, telles que Thierry Frémaux, de se rendre à Riyad. On est dans une grande opération de soft power. On est dans une opération de soft power où les personnalités influentes en France se font acheter par l'Arabie Saoudite pour redorer l'image de ce royaume. Il y a aussi des chefs étoilés qui sont allés cuisiner à Alula, qui est donc ce site historique que MBS, dont MBS veut en faire quelque chose de touristique, d'extrêmement important. Sont allés cuisiner là-bas. Je pense notamment à Hélène Darroze, qui est donc connue pour être notamment une des jurées de Top Chef. Donc il y a vraiment effectivement cette opération soft power où on n'est pas resté dans quelque chose de classique, où on va seulement s'intéresser aux médias, mais où vraiment on va toucher les personnalités qui sont influentes en France, ce qui est questionnant aussi. Merci beaucoup Audrey Lebel d'avoir été avec nous dans Géopolitique le MAG. Je rappelle le titre de cette enquête passionnante à lire, Nos amis saoudiens, c'est publié aux éditions Grassia. À très bientôt sur Radio J.